Bonsoir et bienvenue dans Wi-Fi. Merci de nous retrouver. Comme chaque dimanche soir, c'est le rendez-vous des nouvelles technologies, des nouveaux médias sur Direct 8. Je devrais dire que c'est d'ailleurs le seul rendez-vous de ce genre sur la télé française. Espérons qu'on sera copié. Wi-Fi donc vous permet de décoder, de décrypter cette actualité foisonnante sur le monde numérique qui nous entoure. Soit vous êtes féru et tout va bien, soit vous n'y comprenez rien et on va essayer quand même de vous tendre la main et puis de vous donner comme ça quelques clés de compréhension. On essaiera aussi de vous donner les infos un peu avant tout le monde. La semaine dernière, on vous apprenait ainsi que Yahoo allait casser les prix sur la musique en ligne. C'est fait, puisque cette semaine a été annoncé le lancement de leur service de téléchargement légal, 30% moins cher que la concurrence. Reel, Napster ont vu leur cours de bourse dévisser de plus de 30%, là aussi. Comme quoi, tout ceci est très mathématique. Ce soir, deux décryptages, deux débats autour de l'actualité de la semaine, mais aussi de ce qui est certainement l'une des plus grandes batailles souterraines du moment. Je ne veux pas parler de l'Empire contre les Jedi, ça il faudra attendre mercredi, mais c'était ce soir à Cannes, mais bien du monde libre face au monde propriétaire, un peu plus fermé. Il est question de logiciels et ce sera notre débat de seconde partie avec autour de moi, autour de la table, Didier Lambert. Vous êtes le vice-président du SIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises, et vous représentez toutes ces grandes sociétés qui, la plupart d'entre elles, utilisent des logiciels propriétaires, souvent Microsoft, souvent Oracle, on en reparlera. Et puis face à vous, un autre monde, le monde du libre, avec Thierry Steur. Vous êtes président de l'AFUL, l'association des utilisateurs de Linux et de logiciels libres, association française. À vos côtés, Tristan Nitto, le patron de Mozilla Europe. Mozilla est une société, collectif, voilà, une association qui a notamment à son actif deux logiciels libres, plein d'autres, mais les deux dont on parle le plus en ce moment sont Firefox et OpenOffice, on y reviendra, et puis et Thunderbird pour la messagerie, et puis Thierry Noisette qui vient de sortir avec Perline, donc en tant que co-auteur, un livre aux éditions La Découverte, La bataille du logiciel libre. Quand on vous dit qu'il y a de la castagne, c'est écrit là-dessus, mais c'est aussi extrêmement didactique, 10 clés pour comprendre ces enjeux. Vous pouvez vous dire que c'est effectivement une bataille qui ne concerne que les entreprises. Eh bien non, vous aussi, en tant que particulier, cela doit vous intéresser, cela va vous intéresser, j'en suis convaincu. On parlera également de travail collaboratif, tous ces échanges d'informations auxquels vous pouvez aussi vous contribuer sur Internet. On parlera aussi d'essor de pays en voie de développement pour qui cet accès au logiciel est absolument stratégique. Mais tout de suite, le premier décryptage de la soirée est consacré à la cybercriminalité, puisque mardi 10 mai, on apprenait par voie de presse et de radio qu'un réseau de hackers tombait, 55 cybercriminels, c'est comme ça qu'on les appelle, même ils sont présumés innocents à ce stade de l'enquête, 55 personnes donc, certaines très jeunes, 14 ans pour le plus jeune d'entre eux, et nous avons tout de suite l'une de ces personnes qui, au sein de la gendarmerie nationale, travaille sur cette cybercriminalité. C'est le premier débat. Capitaine Nicolas Duvinage, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. C'est plutôt l'heure de se dire bonsoir. Institut de recherche criminelle à la gendarmerie nationale. Parlez-nous un petit peu de ce réseau qui est tombé. Pour certains, c'est un très joli coup, très symbolique à quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, puisqu'il s'agissait quand même de pirates qui, via un site, TopDivX, s'échangeaient pas mal de fichiers piratés. Pour d'autres, c'est une petite branche qu'on a coupée dans un arbre ou une forêt immense dont on ne verra jamais le bout. Expliquez-nous un petit peu déjà quel est le réseau que vous avez, avec vos collègues, démantelé ce mardi. Tout d'abord, merci d'avoir invité la gendarmerie. Ça prouve, notre présence ici prouve que nous ne sommes pas complètement hors du coup en ce qui concerne les technologies numériques. Le travail de la gendarmerie, c'est pas de faire de l'esbrouf, c'est d'abord de chasser les délinquants et les criminels. Dans cette affaire, nous n'avons pas tapé par hasard. Il y a eu une longue enquête depuis plus de 6 mois qui a permis de dérouler un petit peu la pelote et de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Et puis il y a eu cette opération effectivement assez médiatique mardi. 46 personnes en France, 9 en Belgique. C'est ça. Est-ce que quand on décide d'intervenir, c'est que j'imagine un faisceau de En général, quand on décide d'intervenir, on n'y va pas par hasard. Ouais. Donc quand on vient frapper chez vous à 6 heures du matin, puisqu'en général une perquisition c'est à 6 heures du matin,
on a déjà des éléments. On a parlé de délinquants ou de présumés coupables jeunes, hein, le plus jeune d'entre eux, je le disais, 14 ans. Il y a également des personnes, notamment, je crois, les deux administrateurs. Oui, absolument. Il y a des majeurs. Il n'y a pas que des mineurs dans cette affaire. Alors justement, on a vraiment affaire là à un réseau de Juarez, un réseau que vous appelez cybercriminel, où c'est l'ado que l'on côtoie, nos enfants, nos voisins, nos cousins, qui ont un fichier par-ci par-là, MP3, DivX, craqué ou échangé entre copains au bahut. Il y a sans doute un petit peu de tout. Dans ce réseau, comme vous le dites, tout le monde n'a pas pu être interpellé. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Nous avons ciblé les principaux auteurs de ce réseau. Encore une fois, hein, nous ne tapons pas par hasard. Et donc, parmi ces... Qu'est-ce qu'il leur est reproché ? Il leur est reproché d'avoir piraté, entre guillemets, des serveurs d'entreprises, d'administration, d'universités, et de s'être servi de ces serveurs piratés pour y stocker des MP3, des DivX et des logiciels de piratage. Et concernant ces personnes-là, on peut dire qu'aujourd'hui, ils encourent une peine d'1 an de prison ? La loi prévoit éventuellement de la prison ferme, mais encore une fois, c'est un maximum. Après, le juge est libre d'apprécier la peine. C'est la fin de l'enquête ou c'est le début, encore une fois, de ce... Quand on interpelle les gens, il y a une première phase avant les interpellations qui permet, comme je le disais tout à l'heure, d'éclaircir un petit peu les choses. Quand on va interpeller les gens, on en sait déjà beaucoup. Donc il y a sans doute plusieurs mois d'enquête avant. La phase d'interpellation qui est bien évidemment la plus médiatique. Et puis ensuite, plusieurs mois de travail pour exploiter ce qu'on a saisi lors des perquisitions. Lorsqu'il y a des affaires comme ça, on a effectivement, sur le plan médiatique, hein, tout de suite des répercussions, mais on a aussi beaucoup de critiques, notamment lorsqu'on surfe sur le net, on voit les commentaires, les forums, etc. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont dubitatives en disant mais à quoi ça sert ? Donc est-ce qu'on est dans une logique là de, je dirais, un petit peu de démonstration médiatique ? Attention, cette cybercriminalité maintenant a décidé de sévir et on voit qu'il y a un certain nombre de lois, de jurisprudence, d'actions. On a encore parlé récemment de l'autorisation donnée par la CNIL d'émettre des mails, hein, notamment pour des utilisateurs de jeux vidéo craqués. Donc on va comme ça dans une logique un petit peu de répression de cette cybercriminalité. Ou est-ce que vraiment là vous dites c'est un foyer de délinquance important, criminel, avec voilà, notre boulot c'est d'agir. Combien il y a d'opérations comme celle-là ? Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes sans doute au courant que sur le site de 01net, il y a un forum qui est dédié à cette opération, et beaucoup de gens nous critiquent pour nous occuper des pirates, mais pas des pédophiles. Je signale quand même que dans les 3 semaines qui viennent de s'écouler, il y a eu 2 opérations majeures anti-pédophilie. Une au niveau européen sur les réseaux peer-to-peer et l'autre au niveau mondial suite au démantèlement d'un serveur pédophile payant aux États-Unis. Donc certes, nous chassons les pirates informatiques, mais nous nous intéressons aussi bien évidemment aux pédophiles. Dans un cas comme celui-là, vous agissez, je dirais, sur commission rogatoire, sur instruction de la justice, où la gendarmerie s'auto-saisit, ce sont les industriels ou les ayants droit qui vous sollicitent, comment ça se passe ? Il y a 2 façons de commencer une enquête. Soit le gendarme ou le policier s'aperçoit qu'il y a une infraction et il ouvre une enquête, soit il y a un dépôt de plainte. Dans tous les cas, l'enquêteur est sous la tutelle du procureur de la République ou du juge d'instruction. Votre mission, en particulier au sein de l'Institut de recherche criminelle, est aussi de faire l'étude, on va dire, criminalistique, hein, des disques durs et de tous ces éléments de preuve. Est-ce que les disques durs ont parlé jusqu'à présent ? Alors l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, c'est le laboratoire scientifique de la gendarmerie, donc ça va de l'ADN aux empreintes digitales en passant par la balistique, avec le département que je représente, le département informatique électronique, et nous occupons de récupérer toutes sortes de données dans les disques durs, dans les téléphones. Dans le cas de ce réseau, ce qui est très particulier quand même, c'est qu'on l'a vu, alors je ne sais pas si c'est particulier, mais en tout cas c'est l'une des premières fois que c'est comme ça évoqué aussi largement, on utilisait des machines d'administration, de fac, etc. pour déposer les Juarez et tout le matériel licencieux, hein, donc je dirais pas de traces, rien à la maison, rien sur les disques durs. C'est maintenant comme cela que ça s'organise le plus souvent ? On laisse toujours des traces. On laisse toujours des traces sur sa machine.
À part les petits génies de l'informatique qui ont 4 cerveaux et qui pensent à tout, en général, même le plus informaticien, même le plus fort, laisse toujours des traces quelque part sur sa machine. Il est extrêmement rare qu'il n'y ait aucune trace. Et il y a aussi des petits génies à la gendarmerie nationale. Je l'espère. Ok, très bien. Merci pour cet éclairage, capitaine. Vous allez rester avec nous parce que on le verra, la gendarmerie nationale n'est pas totalement étrangère aussi au débat entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire. Un mot, je me tourne, ça n'était pas forcément prévu, vers Didier Lambert, vice-président du SIGREF. Les entreprises, aujourd'hui, en France, sont totalement sensibilisées à cette question de sécurité informatique. On a quand même l'impression qu'on rentre comme dans du beurre un peu partout. Il y a quelques boîtes où, visiblement, il y a une vraie, je dirais, sécurité informatique, et puis la grande majorité où c'est pas encore au rang des priorités. Oui, alors d'abord, il faut bien voir que la sécurité, c'est un coût. Ouais. Et que dans chaque entreprise, on doit proportionner ce coût au risque. Donc, je pense que les paramètres de sécurité pour les industries travaillant pour la défense nationale ne sont pas les mêmes que pour nous qui faisons des verres de lunettes. Hein. Mais en dehors de ça, je pense que quand même ça monte beaucoup, en particulier avec des anciens de la gendarmerie nationale qui se sont reconvertis en consultants et qui de temps en temps nous organisent des essais de pénétration par l'extérieur avec plus ou moins de succès. Ouais. Mais c'est quand même un des dossiers sur lesquels le SIGREF bosse le plus. C'est un dossier extrêmement lourd, complexe, sachant qu'encore une fois, pour garantir une sécurité à 100%, ça pourrait bloquer le travail des entreprises commerciales. Hein. Donc on fait ce qu'on peut, on garde les portes, on regarde partout, mais ça sera jamais fini à mon avis, c'est l'épée et le bouclier. Une question à Nicolas Duvinage. Est-ce que les personnes qui ont été interpellées avaient conscience de ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire que, je pense notamment à ce jeune de 14 ans, est-ce qu'il était absolument conscient, selon les infos que vous avez, des risques qu'il encourait, tout simplement? Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais ce qui est certain, c'est que dans certains cas, ils en ont conscience. Et dans d'autres, ils sentent bien qu'il y a qu'ils font quelque chose de pas très net, mais ils se rendent pas forcément toujours compte des conséquences. Ceci étant dit, encore une fois, dans cette affaire, il n'y avait pas que des gens de 14 ans. On met en exergue ce jeune de 14 ans, mais il y avait des majeurs, il y avait des jeunes majeurs, et puis il y avait des mineurs de 16 à 18 ans. On peut pas dire qu'ils sont complètement inconscients. Ça serait leur faire injure. Les administrateurs avaient entre 30 et 50 ans? Absolument. D'après ce que je sais. Ok, très bien. Merci, capitaine Duvinage, pour cet éclairage. On passe tout de suite à notre débat. Un débat sur le logiciel libre et le logiciel propriétaire dans Wi-Fi. Si vous nous rejoignez, c'est Wi-Fi jusqu'à 23h sur Direct 8, émission consacrée aux nouveaux médias et aux nouvelles technologies, avec un débat dont vous n'avez peut-être pas conscience et qui en occupe plus d'un. Nos logiciels sont-ils libres ou propriétaires? Autrement dit, y a-t-il deux mondes vraiment différents? Le monde des logiciels édités notamment par une société Bill Gates, Microsoft, assis sur son tas d'or et de dollars, et puis une communauté vertueuse, libre, où tout s'échange, où les codes de ces fameux logiciels sont ouverts à toutes et à tous, et qui représenteraient un certain avenir pour l'informatique et même pour vous tous chez vous avec votre ordinateur. Alors face à ce clivage, dans la position du méchant, Didier Lambert, vice-président du SIGREF, DSI d'une grande société française, Essilor. Pourquoi je dis le méchant de manière caricaturale? Parce que vous dites, logiciel libre, j'en veux pas. Mais pas du tout. Moi, je suis complètement pour la liberté. Oui. Qui peut être contre? Je trouve d'abord que c'est un excellent argument marketing, libre. Qui peut être contre? On vous sent sarcastique. Maintenant, oui. Non, parce que je veux dire aussi, dans nos sociétés, je crois qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont également libres. Tout à fait. Alors, face à vous, nous avons trois personnes, un journaliste, et puis une personne qui travaille à l'Éducation nationale, Thierry Richter, et puis un patron, mais un patron pas comme les autres, parce que vous êtes patron d'une association, Mozilla Europe. Je crois même que vos locaux sont chez vous. Dans mon salon. Dans votre salon. Voilà, donc c'est pas tout à fait une société comme les autres, parce que c'est non seulement une société qui semble démarrer, mais qui a déjà trusté 15% de part de marché au niveau international face à Microsoft et son célèbre Internet Explorer, avec bien un logiciel
de navigation Internet, ce qui s'appelle Firefox, et qui semble trouver des adeptes. Alors, avant de parler de ce match entre Firefox et Explorer, qui concerne tout le monde, j'aimerais avec vous, Thierry Noisette, que vous m'expliquiez ce qu'est le logiciel libre. Vous avez fait un bouquin là-dessus qui est extrêmement clair. Alors, on vous passe sur le grill. Expliquez-nous en 30 secondes ce qu'est un logiciel libre, comment on le distingue des autres. 30 secondes, c'est court, on va essayer. Un logiciel libre est un logiciel qui vous donne des libertés, pour faire rapide, la liberté de l'utiliser autant que vous voulez, y compris sur autant de machines que nécessaire. Donc gratuitement. Gratuitement. En tout cas, en seconde main. Il arrive qu'on paye un logiciel libre, il n'est pas interdit de vendre du logiciel libre, par contre, on peut le rediffuser autant qu'on veut. Donc la bonne nouvelle... À la différence d'un logiciel propriétaire où souvent on a une utilisation sur une seule machine, par exemple. Tout à fait, on doit repayer des licences ou négocier des licences, on peut en parler pour les grandes entreprises, selon la quantité. Il y a la liberté de l'utiliser, il y a la liberté de le diffuser, de le recopier. Donc la bonne nouvelle par rapport à tout ce qu'on évoquait à l'instant sur les MP3, les Warez, c'est que si vous utilisez du logiciel libre, que vous le copiez, que vous le donnez à vos petits camarades, que vous le téléchargez, ça n'est pas illégal. Au contraire, c'est fait pour. Donc arrêtez d'utiliser des copies illégales, par exemple de suites bureautiques, utilisez les excellents produits qui sont dans les logiciels libres. Les autres libertés, ce sont celles de, peut-être plus techniques, mais qui sont importantes, c'est la liberté d'étudier le code, d'accéder au code source. Si c'était une voiture, on dirait on peut soulever le capot, et c'est de le modifier. On peut le photographier, on peut voilà. On peut faire ce qu'on veut, y compris ensuite rediffuser les versions modifiées, donc faire profiter les autres. Thierry Ster, vous êtes le président de l'association française des utilisateurs Linux. Et même francophone. Et même francophone, Linux et logiciel libre. Logiciel libre aujourd'hui représente quoi? Qui l'utilise et dans quelle mesure? Est-ce qu'aujourd'hui il couvre à peu près tous les besoins informatiques que l'on peut imaginer pour le particulier comme pour le professionnel? Oui, je crois qu'il couvre l'ensemble des différents domaines qui peuvent exister, à des niveaux différents, mais avec des réalisations pour certaines très médiatiques et à la fois aussi très efficaces. Bon, Firefox en est un excellent exemple dont on parlera certainement un petit peu plus tout à l'heure. Il y a aussi une suite bureautique qui s'appelle OpenOffice.org, qui est une suite bureautique qui répond aux mêmes besoins que tous les traitements de texte, tableurs ou outils de présentation qu'on connaît. Très concrètement, c'est la réponse à Office, la suite bureautique de Microsoft, qui est devenue, sur je crois 95% des machines dans le monde, il y avait Office, et OpenOffice essaye d'être l'alternative. OpenOffice est une concurrence à Microsoft Office, avec des fonctionnalités qui sont tout aussi performantes, avec certaines fonctionnalités exclusives qui n'existent pas forcément. Je pense à la création du PDF, vous le faites dans OpenOffice, c'est un type de fichier que vous faites sans problème avec OpenOffice.org. Maintenant, ce qui est important, il me semble aussi de dire à propos de la définition des logiciels libres, c'est qu'en fait tout ce qui a été cité par Thierry Noisette à l'instant, c'est écrit noir sur blanc. Et en fait, je pense que la grosse différence sur laquelle il faut insister à propos de logiciels libres et puis logiciels propriétaires, c'est que les logiciels libres ont, comme les logiciels propriétaires, une licence. C'est-à-dire qu'il y a noir sur blanc marqué vous avez le droit de faire, et là c'est ce qu'a dit Thierry Noisette, un certain nombre de choses qui sont pas les mêmes droits que vous avez avec du logiciel propriétaire. On a le droit de payer avec du logiciel propriétaire quand même. On a le droit de payer. On sent là le coup de pied de l'âne. Alors justement, Tristan Nito, vous dites pourquoi payer quand c'est gratuit? Non, je me place pas du côté de la gratuité. Bon, je vais parler de ce que je connais, c'est Firefox, ce navigateur. De toute façon, face à nous, on avait Internet Explorer qui était gratuit du moment où vous aviez payé Windows. Nous, c'est gratuit tout court, il n'y a pas besoin de payer Windows. Mais là n'est pas le problème. C'est surtout que Internet Explorer, à qui on fait concurrence, n'était plus développé depuis 2001. 2001, c'était il y a 4 ans. Le web a 11 ans cette année. 4 ans à l'échelle. C'est la préhistoire. C'est la préhistoire, c'est un véritable dinosaure, Internet Explorer. Et on l'a. On est, nous, utilisateurs du web. Le web, c'est une chose formidable. Ça permet le partage du savoir, mais ça permet aussi de gens de monter des portails, des sociétés commerciales, etc. Donc c'est aussi bien quelque chose d'altruiste que de commercial. Mais le web, pour tout le monde, est une opportunité extraordinaire. Ce que vous nous dites, c'est vous n'êtes pas anti-Microsoft, mais vous avez voulu un peu secouer le leader, le réveiller avec Firefox en disant « Hey les gars, reprenez un peu les développements, parce que là, votre produit il commence à vieillir. » C'est donc en fait extrêmement bienveillant à l'égard de Bill Gates, votre démarche. Ah, mais on n'ira pas jusque-là, mais mais en fait, il fait pas...
il fait partie du paysage parce qu'il occupait encore il y a quelques mois 95% des parts de marché, mais c'est juste que s'étant endormi, nous, citoyens et aussi entreprises, on s'est dit on peut pas laisser le web stagner parce que on le dit souvent dans la vie courante, qui n'avance pas recule, et en informatique c'est plus vrai que partout ailleurs. Donc qui n'avance pas recule, et le web n'a pas bougé au niveau des navigateurs depuis 4 ans. C'est insupportable, et donc on s'est décidé à faire quelque chose. Et en fait, tout le monde a intérêt à ce que le web cesse de stagner et recommence à progresser. En quoi Firefox, très concrètement, fait bouger le web plus que Explorer, qui est quand même d'une simplicité, d'une ergonomie, et que, je crois, 95% effectivement des utilisateurs d'Internet utilisent. Enfin, Netscape, vous avez passé quelques années chez Netscape, ça a été le grand concurrent. Et bien, à un moment donné, effectivement, où face au raz-de-marée Microsoft, Netscape a vu ses parts de marché s'effondrer. Donc, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a posé des gros problèmes. Il y a eu un procès antitrust qu'ils ont perdu, etc. Oui, ça a posé de gros problèmes médiatiques à Microsoft. Mais à dire vrai, là n'est pas la question, parce qu'à partir du moment où Microsoft a obtenu son monopole en tuant Netscape, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé sur ses lauriers. Et ça, le consommateur, qui ne peut pas se tourner vers un concurrent, a enfin trouvé, avec le logiciel libre et avec Firefox, un outil qui progresse, qui propose par exemple la recherche dans la page, l'intégration avec des moteurs de recherche, la navigation par onglet, le rajout d'extensions, le fait que ça marche sur Linux, sur Macintosh, sur Windows, sur les versions de Windows où même la dernière version d'Internet Explorer ne fonctionne pas. Bref, c'est fait pour tout le monde, c'est gratuit, c'est beaucoup plus rapide et perfectionné et sécurisé, et donc c'est un bonus pour tout le monde. Ils s'en téléchargent 300 000 par jour, je crois, donc c'est effectivement un succès très impressionnant pour Firefox. Didier Lambert, au sein du SIGREF, est-ce qu'on télécharge des logiciels libres comme Firefox, comme navigateur web? Alors d'abord, là je suis seul contre 3, donc j'espère avoir le même temps de parole que les 3 réunis. C'est quasiment acquis. Bon, premièrement, je voudrais dire que le logiciel libre, moi je suis très content que ça existe. Parce que je suis un utilisateur d'informatique, je suis un client des producteurs de logiciels. Et c'est vrai que le gros danger depuis maintenant pratiquement 20 ans, c'est de trouver en face de nous des gens en position de monopole ou d'oligopole. Parce que vous savez, quand vous voulez négocier des contrats avec des gens en position de monopole, c'est assez difficile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut voir comment fonctionne une direction informatique de grande entreprise. Nous ne sommes pas forcément à l'affût des derniers raffinements, des dernières fonctionnalités, etc. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire marcher nos entreprises, tous les jours. Et donc, quand nous regardons du logiciel, nous regardons la pérennité, la fiabilité, la possibilité d'avoir du support, c'est-à-dire d'être dépanné en cas d'erreur, l'évolutivité, et surtout l'interopérabilité de tout ça avec tout ce qui existe déjà. Que ça marche avec tous les autres logiciels, sur toutes vos plateformes informatiques. Absolument. Par exemple, on me dit, bon, il y a un truc qui est compatible à la fois avec Linux, avec Mac, avec toutes les différentes versions de Windows. C'est un cauchemar pour un informaticien d'entreprise de dire, je vais avoir 30% de mes postes sur Linux, 20% sur Mac OS, etc. Donc, c'est aussi le cauchemar pour le particulier quand il y a un PC et un Mac dans une maison et qu'on essaye de faire communiquer, ne serait-ce que l'imprimante et la connexion Internet. Déjà, ça, c'est le cauchemar. Vous étendez ça à quelques dizaines de milliers de postes de travail et vous voyez que nous n'avons pas d'autre solution que la standardisation. Donc, en ce qui concerne le logiciel libre, pour moi, je ne qualifierais pas a priori les logiciels de libre ou de propriétaire. Il y en a dont j'ai besoin et qui remplissent leur fonction, il y en a dont j'ai pas besoin. Donc le qualificatif de libre n'est pas pris en premier. C'est pas votre souci. Non, pas du tout. Mais payer une licence d'un côté, ne pas en payer de l'autre, vous dites que cette équation économique-là, il y a des coûts cachés Le coût des licences est, je dirais pas marginal, mais faible dans une informatique d'entreprise par rapport à tous les autres coûts, qui sont effectivement la maintenance, le développement, enfin l'implémentation de ceci, la connectivité avec tout, l'évolutivité, l'opération de tout ça sur les machines, les réseaux, les postes de travail, etc. Donc les licences des logiciels qu'on achète à l'extérieur, allez, je vais dire, dans un budget informatique, ça fait en tout 10%. Je vais vous donner un exemple, celui de la gendarmerie nationale, capitaine du village. Absolument. Et là, vous avez troqué, je crois, Office contre OpenOffice, dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. La gendarmerie est passée de Microsoft Office à OpenOffice à l'été 2004. Alors, une précision importante, ça a été dit au début de cette partie, il ne faut pas confondre logiciel libre et logiciel gratuit.
On peut très bien vendre du logiciel libre. En particulier dans le monde de l'entreprise et de l'administration, il y a toute la partie soutien technique, service après-vente entre guillemets. Donc la gendarmerie, si elle s'est engagée sur OpenOffice, ça prouve bien que le libre, c'est pas la jungle. Il y a des licences, comme ça a été dit, il y a du service après-vente et ça fonctionne. Et visiblement, c'est aussi économique, puisque d'après les chiffres que j'ai, je crois qu'il y a 80 000 postes de gendarmerie nationale qui ont été comme ça basculés avec OpenOffice pour une économie d'à peu près 2 millions d'euros annuels, ce qui n'est pas négligeable. Absolument, il y a... C'est notre argent quand même, en tant que contribuable. En tant que contribuable, absolument, il y a des grosses économies qui ont été faites. Ceci étant dit, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est Didier Lambert, ça vous fait sourire. C'est libre que c'est gratuit. J'ai bien compris. Ça vous fait sourire. Non, ce qui me fait sourire, c'est que je pense que beaucoup du logiciel libre, c'est aussi notre argent. Parce que rien ne se fait sans rien, et je pense que parmi les gens qui développent du logiciel libre, il y en a pas mal qui sont dans l'éducation nationale, dans l'université, dans les centres de recherche. Ok, suivez mon regard. Thierry Steur, vous êtes à l'Éducation nationale, mais ce n'est pas ce titre que vous intervenez. Vous êtes le président de la FUL. Alors, c'est pas du tout à ce titre-là, et en dissociant d'ailleurs tout à fait. J'étais, pour vous donner un exemple, il y a une dizaine de jours dans une manifestation. C'était en semaine. J'étais en congé. La semaine prochaine, je suis en Haute-Savoie, jeudi et vendredi, et je serai en congé. Et je pense que là, c'est un raccourci qui est un peu à dénaturer quand même la nature de ce qui se passe. C'est-à-dire que, certes, il peut y avoir des personnes qui font du logiciel libre et qui ont une activité professionnelle, mais qui font ce logiciel libre pas pendant leur activité professionnelle, y compris le cas inverse, c'est-à-dire des personnes qui font du logiciel libre et qui sont payées pour faire du logiciel libre. On a une personne qui est à ma gauche là. Vous êtes payé, Tristan Nitto, depuis très récemment. Ouais. D'accord, très bien. Et ça veut dire qu'il y a une activité. Comment vous réagissez à cette remarque de Didier Lambert sur le thème? Oui, mais le logiciel libre, certes, il est libre, mais c'est aussi un logiciel sponsorisé quelque part par des fonds publics ou parapublics. Je pense que ce soit public ou pas public, ça n'a aucun rapport. Parce que si vous voulez, moi je peux très bien vous citer qu'ils sont les grands contributeurs au projet Mozilla. On a 60 000 personnes en gros qui testent le logiciel, on a 1000 personnes qui écrivent du code, et il y en a, plus ou moins, ils font ça à temps partiel, donc ils donnent un bout de code par-ci par-là. Le tout est validé suivant une méthode extrêmement précise, de façon très très professionnelle. Mais en plus de ça, il y a environ 60 à 80 permanents qui sont payés par des sociétés comme IBM, Sun, Novell, Red Hat, qui sont justement toutes les 4 cotées en bourse et qui justement ne sont pas du tout ou pas particulièrement altruistes, si vous voulez. Ils ont quand même des comptes à rendre à leurs actionnaires. Donc il faut pas opposer le monde de l'entreprise avec une espèce de monde idéal, totalement altruiste, totalement bénévole, qui serait celui du logiciel libre. Oui, je voudrais juste inverser ce que disait Didier Lambert, qui est plutôt une pique, qui me semble. C'est que la naissance du logiciel libre il y a une vingtaine d'années, elle s'est faite quand des informaticiens, dont l'américain Richard Stallman, qui travaillait au MIT, ont réalisé que des logiciels qui étaient pour tout le monde, y compris des chercheurs, donc à la disposition aussi du privé, étaient en voie de fermeture, de verrouillage. Et l'idée de logiciel libre, c'est que ça peut servir à tout le monde, y compris à des entreprises. Si des IBM ou des Hewlett-Packard financent, entre autres, du logiciel libre, c'est bien qu'ils y trouvent leur intérêt. C'est un intérêt collectif et non pas un intérêt égoïste ou monopolistique. Je vais reprendre l'exemple de la gendarmerie nationale. On dit pas mal que le fait que vous ayez opté pour OpenOffice, c'est aussi parce que quand c'est libre et qu'on a effectivement l'intégralité du code, on peut déjouer des chevals de Troie, des virus cachés, ces choses-là qui pourraient être présents, et notamment pour les entreprises ou les administrations qui sont en charge de la sécurité nationale ou autre. Il y a une attention particulière à ces questions. C'est souvent ce qu'on dit, effectivement. Je ne pense pas que ça a été la principale raison du passage à OpenOffice. Une des principales raisons, bien entendu, en ces temps de disette budgétaire, ça a été les économies. Ce qui est important aussi de voir, c'est que souvent, dans le monde du libre, la réactivité est très importante quand il y a un incident. Je prends le dernier exemple de Firefox. Il y a une vulnérabilité critique qui a été... Vous voulez dire qu'il y a également des failles de sécurité dans Firefox? Dans tous les logiciels, il y a des vulnérabilités. Il y en aura toujours. Les détracteurs de Microsoft, c'est quand même leur argument essentiel. Explorer, c'est percé, Bon. La différence essentielle, à mon sens, pas dans les mêmes proportions. Dans Firefox, je vous disais qu'il y avait une vulnérabilité critique qui a été publiée le lundi, et le mercredi ou le jeudi, un patch était déjà diffusé. Mercredi soir, oui. Oui, il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais réagir. Premièrement, le logiciel libre, c'est vrai qu'il vient des milieux universitaires et de la recherche au début. Et encore une fois, moi je trouve ça génial parce que, en particulier, le web, ça a été développé dans ce genre de cénacle au début. Ce ne sont pas les entreprises informatiques qui ont développé les premiers logiciels du web.
Donc ça, c'est très important parce que la créativité, elle est là. Ce qui me fait plutôt peur, c'est ce qui vient d'être dit sur le fait qu'effectivement, maintenant, les gens qui développent du logiciel libre, dits libres, sont payés par des entreprises comme IBM. Alors, là, je crois que la liberté va être surveillée. Hein, vous pensez que il y a comme ça des esprits moi, je pense ces chercheurs libres? Je pense simplement qu'il y a des stratégies dans l'ensemble de l'informatique et que la frontière, encore une fois, entre le libre gratuit fait par des étudiants barbus chevelus quelque part et puis d'autre part ce qui est sérieux et fait en complet veston et en cravate, ça n'a plus de sens. C'est complètement poreux, c'est perméable. Il y a des stratégies mondiales et en particulier IBM, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se payer Microsoft, hein, c'est tout. Hein, il veut embêter Microsoft. Donc il met plein d'argent dans l'Unix, il met plein d'argent dans les C'est celui qui dépose aujourd'hui IBM le plus de brevets et qui ouvre ses brevets notamment sur le Linux. Je crois qu'il y en a 500 à déposer. Un peu cadenassé à un deuxième niveau, mais en tout cas comme ça, il y a des grands effets d'annonce. Voilà. IBM donc j'ai un peu peur qu'à nos amis du logiciel libre soient manipulés par des grands méchants loups. Êtes-vous instrumentalisé à votre corps défendant? Vous n'avez pas de barbe, vous n'avez pas les cheveux longs, mais malgré tout, un peu gris. C'est une idée qui traîne et qui est complètement fausse, je pense. C'est vrai qu'il y a quelques peut-être figures emblématiques, comme on dit, du logiciel libre, qui peuvent tout à fait être caricaturées de la sorte et décrire de la sorte. Maintenant, je pense que quand il y a des grosses sociétés, quand il y a des personnes qui sont pas du tout des chevelus, barbus, 68 arts, rêvant de tout pour tous et pas d'activité économique, je pense qu'il y a de l'activité économique. Ça peut être pour le bien d'une activité avec de la création d'emplois. Il y en a des exemples. Et cette image, elle est vraiment, je pense, assez fausse. Oui, Tristan, une question concernant Mozilla. Donc, il y a notamment deux produits, Firefox et Thunderbird. Firefox est un navigateur web, on l'a dit, concurrent, entre guillemets, d'Explorer. Thunderbird vise, lui, je dirais, à proposer des services similaires ou supérieurs à Outlook. Outlook Express. Outlook Express. Qui est le produit gratuit de Microsoft. Qui est le produit gratuit de Microsoft. Si vous avez acheté Windows. Et on a quand même l'impression que l'un a décollé, là où l'autre a plus de mal. Il est plus récent, mais il a un peu plus de mal. Donc, est-ce à dire que l'utilisateur sait faire aussi la différence entre un bon produit libre et un produit libre qui serait peut-être moins ergonomique? Oui, alors c'est vrai que les gens savent faire la différence entre un bon produit et un produit moins bon. Ça, j'en ai aucun doute. Et le libre n'a pas l'apanage du bon. Il y a tout dans le libre, hein, comme dans le commercial, le propriétaire, il y a tout. Hein, vous avez vraiment des horreurs, même chez des sociétés très établies. Hein, bon, je n'en pas de détails. Donc non, il y a de tout, mais je pense pas que Thunderbird soit un logiciel de deuxième classe. C'est vraiment quelque chose de très très différent. Thunderbird, c'est un client de messagerie, c'est-à-dire que et la messagerie est ainsi faite qu'on n'utilise qu'une seule messagerie à la fois. Et parce que vous avez vos archives de messages, tous vos anciens messages. Et ils sont soit dans un logiciel, soit dans un autre. Mais si vous voulez passer d'un autre, il faut migrer, convertir. Est un peu plus problématique que passer d'un navigateur web à l'autre. Un navigateur, vous avez vos bookmarks, vos onglets, non pas vos onglets, comment on dit ? Signés. Vos favoris. Ouais, favoris, ça c'est quand on est dans le propriétaire. Donc on dit marque-page aussi. Voilà, marque-page, c'est chez nous on dit marque-page. Les Canadiens marquent ta page. Bon. Donc en fait il y a que ça à convertir et on peut, comme on n'a pas peur de revenir en arrière, on sait qu'on pourra revenir en arrière. Et ben on peut essayer facilement un nouveau navigateur. Et les gens qui ont tous essayé Firefox ont décidé de rester. C'est une évidence face à un logiciel complètement sclérosé et un logiciel qui est très novateur et qui évolue régulièrement. Comment vous gagnez votre vie, Tristan Nitto? Une question directe, c'est-à-dire que ce logiciel est gratuit, téléchargeable. Comment ça fonctionne? Qui gagne et comment le système peut lui aussi se régénérer et fonctionner de manière vertueuse? Alors, chez Mozilla Europe, si vous voulez, notre vocation, c'est de rétablir la concurrence et l'innovation dans le domaine des logiciels Internet. Notre objectif n'est pas de gagner de l'argent. Pour nous, c'est l'association Louis 901, c'est juste l'argent est un moyen de continuer notre action. C'est-à-dire que je n'ai pas d'actionnaire à qui je dois rendre compte. Par contre, j'ai des membres de l'association, j'ai un comité de direction, mais c'est pas l'argent qui nous intéresse. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on est une toute petite structure. Vraie différence. Avec quoi?
avec effectivement les éditeurs de logiciels propriétaires qui sont des entreprises cotées, qui ont une logique d'entreprise. Enfin, vous connaissez bien, par exemple, on a beaucoup parlé de Microsoft. C'est juste notre mode de fonctionnement. Il y a des entreprises qui font de l'argent avec du libre. Tout à fait. Bien sûr. Et il y a une entreprise qui en perdent avec du propriétaire. Beaucoup même. Revenons sur ce qui a été dit sur la sécurité. Le fait que justement les correctifs, ça aille très vite, ça veut dire que lorsqu'il y a une faille, un trou de sécurité, une erreur qui a été comme ça détectée, signalée, qui s'occupe de la réparer, de travailler, de redévelopper, de repeigner le code? C'est quoi? C'est une communauté, là encore, libre et chacun s'auto-saisit, ou est-ce que c'est une communauté qui est extrêmement structurée. Ouais. Hein. Je vais parler de la Mozilla Foundation et de Mozilla Europe, qui sont les projets sur lesquels je travaille quotidiennement depuis 4 ans. C'est extrêmement structuré. Avec des groupes. Ah oui, on est tous des anciens de l'industrie informatique. Certains, il y a beaucoup d'anciens Netscape. Il y a des gens qui sont dans des grandes sociétés qui savent très très bien leur métier. Et on est vraiment organisé de façon très très carrée. C'est libre, c'est carré, c'est pro. Pourquoi est-ce que les entreprises ne basculent pas toutes? Mais ils basculent massivement. Certaines le font, la gendarmerie. On vient de le dire, mais pas une entreprise, c'est une administration. Et on est en période de disette budgétaire, vous l'avez dit. Et combien? En France, prenons la France. Combien d'entreprises aujourd'hui roulent sur le logiciel libre? Didier Lambert pourrait peut-être nous le dire mieux que vous. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Lambert? Je regarde périodiquement, donc effectivement, je regarde. Le SIGREF, c'est combien d'entreprises? Alors, la SIGREF, c'est les 120 premières entreprises françaises. Donc là, je vais parler pour moi, entreprise que je connais le mieux. Et Silor? Donc, tous les ans ou tous les 2 ans, on regarde la possibilité de changer des couches de notre architecture par du libre. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre du Linux sur les postes de travail? Ce genre de choses. Donc, on regarde. Eh bien non, pour l'instant la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des tâches. D'abord, le coût du changement est énorme. N'oubliez pas que le coût du changement, très souvent, c'est supérieur au coût même des choses que vous allez changer, le coût du changement lui-même. Ensuite, il y a toute l'intégration de ceci dans des logiciels de surveillance, de monitoring de toute l'activité. Et puis enfin, il y a peut-être le plus important pour moi, ce qui nous fait hésiter, c'est justement que le code soit accessible. Ce que nous ne voulons pas, justement, dans nos entreprises, c'est que les utilisateurs touchent au code. Ah, mais ils touchent pas au code. Oui, non, mais les utilisateurs et les informaticiens, nous voulons qu'ils se servent, comme vous avez dit tout à l'heure, nous voulons qu'ils conduisent la voiture, mais qu'ils n'aient pas à mettre les mains dans le moteur. En permanence, à regarder le capot. Certainement pas. Mais c'est pas parce que vous pouvez que vous devez le faire, attention. Mais attendez, oui, non, mais quand on peut, bon, d'accord. Donc vous voulez dire que la grande transparence du monde libre est un peu contre-productive pour une entreprise? Non, pas du tout. Il y a la tentation justement en permanence de toucher au code. Non, ce qui est dit comme un avantage pour les logiciels libres et qui l'est pour des individus ou encore une fois pour des entreprises qui ne sont pas dans le domaine économique pur, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement, etc. C'est un réel avantage de pouvoir tout contrôler, jouer, modifier, etc. Dans une entreprise à but commercial, moi ça me paraît un inconvénient. Mais bon, mais c'est pas pour ça qu'on bloque, encore une fois. Quand on a des logiciels à changer, on regarde. Donc il faut voir que dans une entreprise, il y a au moins 3 catégories différentes de logiciels. Il y a des logiciels d'infrastructure pure, il y a des logiciels plutôt à usage personnel, ou de groupe, mais enfin personnel, et puis il y a les logiciels qui constituent, je dirais, qui supportent l'activité économique de l'entreprise. Les ERP ou les choses comme ça. Donc là, il faut voir que d'abord tout ça doit bouger à peu près en même temps, autrement on a beaucoup de problèmes, et ensuite que le logiciel libre n'est pas encore qualifié sur l'ensemble de ces architectures. Il y a quand même des logiciels libres qui n'ont pas, je dirais, encore été développés pour des besoins très pointus. Je pense les arts graphiques, multimédia, etc. Il y en a, mais qui ne sont pas au niveau, objectivement, des éditeurs en place. Il est que dans le domaine de la criminalistique, c'est-à-dire l'examen des disques durs, les logiciels libres qui existent ne sont pas encore vraiment à la hauteur des logiciels commerciaux. Donc ça veut dire que des logiciels gratuits mais non libres. Donc parce qu'on peut également être gratuit sans être libre. Tout à fait, on peut être gratuit sans être libre. Donc ça veut dire que vous utilisez là, pour le coup, des logiciels propriétaires, même si vous avez basculé au niveau Certains bureautique. utilisent un logiciel libre. Didier Lambert, oui. Mais je ne voudrais pas faire croire qu'il y a une opposition de principe aux grandes entreprises, à tous ces logiciels. Absolument pas. Encore une fois, nous regardons, nous tirons des colonnes en disant, bon, qu'est-ce que ça vaut, combien de temps ça va rester chez nous, comment ça va évoluer avec l'ensemble de l'infrastructure, est-ce qu'on peut le monitorer, est-ce qu'on peut, etc. Je note votre ouverture d'esprit, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression, Thierry Noisette, que
même si là c'est à fleur et moucheté avec le sourire et la convivialité d'un plateau de télé, mais il y a quand même une vraie bataille. C'est en tout cas ce que vous décrivez dans le livre, cette bataille du logiciel libre. Il y a quand même des enjeux qui sont économiques, qui sont aussi géopolitiques. Tout à fait. Pourquoi ? Tout à fait. C'est une bataille qui se fait sans douceur. Vous avez raison de le rappeler. On a parlé des entreprises et des particuliers, il y a aussi des acteurs qui sont les collectivités et même à l'échelle des États. Parce que n'oubliez pas que des États aussi grands que le Brésil ou à moindre échelle Israël sont des pays tout entiers qui sont en train de passer vers le logiciel libre. Le Brésil, c'est 300 000 ordinateurs au niveau de l'administration fédérale, c'est énorme. Or, au Brésil, quand ça a été annoncé, Microsoft Brésil n'a pas tardé à attaquer en justice le responsable de l'agence gouvernementale pour la migration en diffamation et pour divers prétextes, ce qui était purement de l'intimidation. C'est un procès qui a duré quelques mois et qui a été retiré. Il y a une pétition assez importante qui a circulé. Moi aussi, comme d'autres. Ce sont des enjeux extrêmement importants parce que quand vous avez un État qui bascule, ça veut dire que les prestataires, les sous-traitants peuvent aussi basculer. Parce que les effets de résistance au changement qu'on a évoqués, ils marchent dans les deux sens. C'est-à-dire que si l'acteur principal bascule, il y a toute une chaîne qui peut basculer. C'est pour ces raisons que quand une ville comme Munich, par exemple, a annoncé son passage au libre, Microsoft est venu tout de suite négocier. Quand Paris a annoncé, enfin, ils n'ont même pas eu le temps de l'annoncer, quand ça a transpiré que Paris étudiait le passage au libre, Microsoft a proposé une réduction d'entrée de jeu de 60%, ce qui laisse rêveur d'ailleurs sur le niveau réel auquel on paie les documents de bourse de Microsoft laissent entendre qu'ils ont entre 85 et 95% de marge brute. Hein. Donc, vous pouvez négocier jusqu'à 95%. C'est parfaitement public. Ah, ils ont 85% de marge sur tout ce qui est Office et Windows. Sur les activités en Ce sont donc des logiciels amortis, hein, si on peut le dire. Largement. Prenons continuons sur le Brésil, etc. L'enjeu pour les pays en voie de développement, vous pensez que tous vont basculer vers le logiciel libre ? Non, d'abord j'éviterai de faire de la voyance parce que c'est toujours un art difficile. Est-ce que c'est une tendance ? Je sais que l'Asie est fortement tentée, la Chine se dit mais pourquoi ne pas utiliser nos propres ressources, fidèles à leur politique, à leur histoire. L'Inde également, qui a une communauté de développeurs enviée du monde entier. L'Inde, tout à fait. La Chine est un peu spéciale vu ses rapports compliqués avec la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Je crois que pour les pays du Sud en général, il y a un enjeu qui est que chez eux, vous avez un parc qui est inexistant. C'est-à-dire quand vous avez un développement énorme, c'est beaucoup plus facile de partir sur du logiciel libre que de migrer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui coûte cher, c'est de convertir. C'est de reformer un personnel qui est déjà habitué à utiliser des logiciels. Quand vous partez de rien ou quasiment, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. Oui. Moi, je pense que là, on commence à toucher le fond du débat. C'est-à-dire que c'est tous contre Microsoft. Alors là, pas du tout. Qui a été dit, on peut repasser la bande. C'est vrai que le pas du tout avec un grand sourire me laisse circonspect, Christophe. Il y a quand même, y compris, j'irais dans l'imagerie du libre, etc. Libre face, c'est le Dark Vador quand même, Gates. Hein. C'est un peu comme ça qu'il est présenté, mais c'est vrai qu'il a une position abus de position dominante. Ça a été un procès pendant 4 ans aux US, puis un procès dans la Commission européenne. Vous évoquiez des procès similaires dans les pays en voie de développement. Ce monopole pose problème. C'est pas tous contre Bill ? Du tout. Non, il se trouve qu'aujourd'hui, le principal fournisseur de navigateurs, enfin il fournit plus, maintenant il est mort, mais qui a occupé ou qui a jusqu'à 95% de part de marché, c'était Microsoft Internet Explorer. Mais nous, il nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'il y ait du progrès. Donc, ils auraient pu s'appeler Oracle, IBM, Microsoft, ou tout ce que vous voulez, ou même Schmoldu. Nous, s'il y a un monopole et que ce monopole provoque de la stagnation, notre mission, c'est de rétablir la concurrence et l'innovation. Et tout le reste, c'est de la littérature. Là, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, le logiciel libre est né et qu'on va continuer à croître parce qu'il y a une situation très particulière du développement logiciel. Le développement logiciel commercial, entre guillemets, coûte extrêmement cher. Et donc, on a des gens qui sont sur des situations acquises. Le coût du changement est encore supérieur à tout ça. Donc, les entreprises ne peuvent pas migrer. Demandez à un directeur informatique s'il va passer de SAP à autre chose ou s'il va passer de Microsoft à autre chose. Vous verrez la réponse. C'est très compliqué. Dans une entreprise comme la vôtre, sans trahir de secret, mais le budget, justement, de informatique, ça représente quoi ? Ça représente à peu près 4% du chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui est quand même considérable. Mais c'est pas le budget qui nous inquiète, c'est le risque. Quand vous changez comme ça, quand vous faites des modifications profondes d'architecture, vous risquez de bloquer l'entreprise. On a connu des entreprises qui se sont bloquées parce qu'ils avaient changé. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a par exemple un très grand du voyage en France qui a été racheté après l'an 2000 parce qu'il n'a pas su migrer.
Ouais. C'était ça la cause. Donc pour revenir simplement en terminant sur ce point-là, il se crée une situation de monopole pour des tas de raisons, pour des effets de boule de neige, pour des effets qu'effectivement très rapidement on arrive à des marges qui sont 85-90%, donc on a des moyens considérables de pression, de développement, etc. Et en réponse à ce monopole, eh ben, il y a deux solutions. Soit effectivement les bénévoles se mobilisent pour offrir une contre-offre, ce que je trouve très bien, soit on pirate. Mais c'est exactement ça aujourd'hui. Et cette situation-là, pour moi, elle n'est pas soluble d'un point de vue simplement d'informaticien. Le problème posé par Microsoft est un problème pour moi politique, pas économique. Vous pensez justement que cet affrontement et le coût de certains logiciels propriétaires est une incitation au piratage? Enfin, on sait que dans les entreprises, et même chez les particuliers, il y a quand même un grand nombre de logiciels qui sont présents sur les disques durs et pour lesquels il n'y a pas la licence. Le coût, c'est certain, est un élément favorisant le piratage. C'est sans doute pas le seul, mais c'est sans aucun doute un élément important. Je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est peut-être le rôle de Thierry Stoer, mais je voudrais dire, peut-être lancer un appel ce soir, c'est à tous les adolescents, les étudiants, les lycéens qui ont des logiciels piratés sur leur disque dur, c'est regarder en face si vous avez une version de Windows qui est piratée. Alors pourquoi vous téléchargez pas un Linux français par exemple, Mandriva, qui est vraiment d'une excellente qualité. Il y en a un qui est d'origine sud-africaine qui s'appelle Ubuntu. Les deux se téléchargent gratuitement. C'est de façon aussi simple légale que ça de basculer d'un Windows craqué à Mandriva que vous mais évoquez. ils ont de l'énergie à perdre pour craquer des logiciels. Autant qu'ils essayent les bons, je veux dire, et qu'ils risquent pas la tôle. Donc c'est vrai. Tant qu'à avoir le choix, autant faire quelque chose qui est légal. Et s'ils ont envie d'apprendre des choses, c'est formidable parce que vraiment l'informatique devient amusante. Et là, je m'adresse aux hobbyistes. C'est vraiment amusant de comprendre comment fonctionne un système d'exploitation et mettre cette énergie à comprendre le système plutôt qu'à essayer de contourner l'interdit. Parce que déjà la sanction n'est pas la même et en plus on progresse et on trouve un boulot après. C'est une chose. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le logiciel libre n'est d'une part pas du tout contradictoire avec l'activité économique. Le logiciel libre, en revanche, est tout à fait opposé aux pratiques de piratage, de vol de logiciels. Entre autres en disant, il y a une règle pour certains logiciels, c'est si on les vole, c'est la punition. C'est normal, c'est la règle de fonctionnement de ces logiciels. Et là on dit, et c'est une des premières à la télévision depuis certainement que des émissions parlent de logiciels, qu'on puisse dire, il y a aussi du logiciel libre, et ce logiciel libre-là, si vous l'utilisez, si vous le copiez, si vous le diffusez, vous n'êtes pas de l'illégalité, c'est pas contradictoire avec l'activité économique, et sachez que ça existe, et dans de nombreux domaines. Simplement une chose pour donner un exemple frappant, vous disiez tout à l'heure, quand est-ce qu'on l'utilise du logiciel libre? Il y a quasiment, je crois, tout le monde en France et qui utilise Internet, qui a utilisé du logiciel libre. Sans le savoir. Sans le savoir. Parce qu'Internet repose pour une énorme partie sur du logiciel libre. J'ai pas dit que sur du logiciel libre, mais pour une énorme partie. Avec les serveurs Apache. Avec les serveurs et entre autres le logiciel que vous citez qui s'appelle Apache. En part de marché, c'est plus de 66% des machines dans le monde qui utilisent Apache. Oui, Monsieur Lambert, d'ailleurs, vous utilisez du logiciel libre chez vous. Voilà, merci. Non, mais je suis désolé, j'ai pas répondu à votre toute première question qui était est-ce que les gens de SIGREF téléchargent Firefox? Je pense que oui, mais chez eux. Ouais, il faut bien comprendre que les problèmes d'une informatique d'entreprise sont pas forcément les mêmes que ceux d'une informatique individuelle. J'ai en tête, et je peux malheureusement pas en parler ce soir, des entreprises qui, je suis prêt à mettre ma tête à couper, qui sont membres du SIGREF, qui ont en cours des déploiements massifs à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers de postes de Firefox et de Thunderbird. Et si ça se trouve, il y en a autour de cette table qui vous pensent à le déployer aussi. Si ça se trouve. Et qu'est-ce qui fait alors qu'on a toujours cette impression que il y a le monde de l'entreprise avec ce qu'évoque Didier Lambert, on comprend bien la préoccupation économique mais aussi stratégique. Si tout plante, si tout s'arrête, voilà quoi, c'est un manque à gagner économique incroyable. Et ça ne veut pas dire que le logiciel libre n'est pas bon, ça veut juste dire que la conversion, la formation des personnels est quelque chose de colossal à l'échelle d'une entreprise.
Mais on demande pas à Monsieur Lambert de migrer d'ici la semaine prochaine non plus. Hein. Il fait ce qu'il veut sur son entreprise. Mais est-ce que là il n'y a pas un peu pot de terre contre pot de fer? Vous le dites, Mozilla, on est quelques-uns dans mon salon. En face, il y a effectivement une société et des prestataires depuis des années, et il y a des centaines, des milliers d'ingénieurs qui peuvent intervenir en hotline, sur le terrain, etc., en complément des entreprises. Est-ce qu'elle n'est pas là l'inégalité? Je crois que vous touchez là un point important. Le monde du libre, jusqu'à présent, était vécu et vu un petit peu effectivement comme un monde d'amateurs. Si la gendarmerie est passée à OpenOffice, c'est pas par hasard, c'est pas de l'amateurisme. C'est donc qu'on a trouvé une société qui derrière avait les reins suffisamment solides pour donner une hotline, pour fournir du service après-vente. Il est vrai que peut-être aujourd'hui la faiblesse du libre, c'est qu'il n'y a pas encore peut-être suffisamment d'entreprises qui sont capables de fournir cette hotline et ce service après-vente à de grandes entreprises. Mais ça va venir sans doute. Vous pensez que l'écosystème va pouvoir se développer sur le modèle économique évoqué? Il développe très bien. Les grosses sociétés qui annoncent qu'elles envisagent ou qu'elles le font, IBM cette semaine qui a annoncé à propos de Firefox des passages, elles le font. Et comme le dit M. Lambert, à juste titre, en ayant mesuré, en ayant regardé ce qu'il en était, en ayant vérifié quels seront les impacts, en prenant en compte la migration, la formation, et logiciel libre, et pas à dire ça arrive, ça résout tous vos problèmes du jour au lendemain, absolument pas. Quand la gendarmerie nationale migre ses 70 000 ou 80 000 postes sous OpenOffice, c'est pas sur un coup de tête. Quand IBM dit je vais migrer mes 330 000 postes sous Firefox, c'est pas non plus par pur altruisme qu'ils le font. Ou juste parce qu'ils peuvent. Non. Oui, non, ça vous fait sourire. On sait très bien pourquoi IBM migre. Mais... pas envie de continuer à tourner sur du Microsoft. Mais bien sûr, c'est ce que vous dites. C'est une lutte planétaire. Hein. Maintenant, ce qu'il faut voir dans le logiciel libre d'un point de vue économique, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a un mode de production tout à fait original, mais qui peut d'ailleurs s'appliquer à beaucoup de prestations intellectuelles. On a parlé de l'encyclopédie. On va y venir, on va terminer sur ça, mais bon, ça peut être aussi le cas dans tout un tas d'activités. Moi, je me souviens, les débuts d'Internet avant le web, qu'est-ce que c'était? C'était tous les développeurs d'Unix qui partageaient leurs travaux, quelle que soit leur société commerciale, et qui s'échangeaient entre IBM, DEC, etc., Microsoft, tout le monde parlait en même temps. C'est effectivement un mode contributif. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on utilise ces 3 minutes pour parler de quelque chose que je trouve absolument formidable, qui est effectivement Wikipédia. Alors les wikis commencent à rentrer dans l'entreprise aussi, comme outil de travail et d'échange ou de brainstorming. Et là, ça abolit aussi, je dirais, la hiérarchie, puisque les idées de chacun sont jaugées suivant les contributeurs et pas suivant forcément la pyramide. Tristan, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet Wikipédia? Vous êtes, je pense, avec vous autres messieurs, contributeurs. C'est une encyclopédie en ligne, testée. Quand vous faites une recherche, généralement vous tapez Google, c'est ce que font la majorité des gens sur le net aujourd'hui. Testez aussi sur wikipedia.org. Oui, fr.wikipedia.org. fr.wikipedia.org. C'est évidemment gratuit et c'est une encyclopédie qui comporte, je crois, encore plus de références qu'en Carta, 100 000, et qui s'incrémente chaque jour. Exactement. C'est un outil collaboratif extraordinaire. L'intérêt, c'est que non seulement c'est gratuit, vous accédez à la connaissance, vous pouvez donner de votre connaissance, partager votre passion, et surtout vous pouvez redistribuer la connaissance. Et ça, dans le cadre d'un environnement scolaire, par exemple, c'est formidable je le sais parce que mon fils m'a demandé l'autre jour des informations sur Thomas Edison. J'ai fait une recherche Wikipédia. Thomas Edison, il y avait des images d'archives, des photos, il y avait la page, je l'ai imprimée, on a pu la photocopier, et on n'a pas pu se dire votre fils a une bonne note. Et bon, il a 8 ans, alors aujourd'hui il a quand même pas le dos au mur avec le bac à la fin de l'année, mais on a pu distribuer ça en classe, et c'est du savoir qu'on peut redistribuer. On a le droit. Alors que si vous commencez à photocopier, et on sait aussi que la source est valide. C'est-à-dire que bien souvent sur le net, quand on fait des recherches, on ne sait pas d'où ça vient. Là, on est sûr que il n'y a pas de boulettes et que toutes les infos. Oui, non. C'est-à-dire qu'il y a en fait, pour les articles pour lesquels c'est très clair, l'indication que l'information est certaine. Validé. Maintenant,
pour des informations qui sont sujets à débat, il y a là adossé à chacun des articles un forum qui permet de dire pour l'instant cet article n'est pas validé. Et on va prendre un cas encore plus concret. À la sortie de l'émission tout à l'heure, chacun de nous pouvons aller sur Wikipédia et mettre des informations sur Direct 8 à propos de Philippe Labro qui y participe, à propos de l'émission de ce soir, à propos de la TNT gratuite qui s'est lancée le 31 mars. Et ça, c'est tout à fait possible, c'est ouvert à tout le monde à propos de tous les sujets possibles et imaginables. Didier Lambert, vous contribuerez sur Wikipédia? Je suis pas sûr d'avoir grand-chose à dire d'intéressant. Je suis convaincu. Vous avez une expérience formidable à partager. Je suis convaincu. Comment rester jeune à 58 ans? Ne serait-ce que ça. Entre Essilor, le SIGREF et toutes vos activités, il y a plein de choses, et vos hobbies, plein de choses à dire. Voilà, on termine avec Wikipédia qui, je crois, met tout le monde d'accord. Après oui, ce ça marche débat mieux dans Firefox. passionnant sur le logiciel libre. Ben voilà, si vous ne connaissiez pas cet enjeu, c'est une vraie bataille. Et ce livre signé Perline et Thierry Noisette, La bataille du logiciel libre, est extrêmement bien fait. Il est très clair et je crois que pour tous ceux informaticiens ou non qui s'intéressent à ce débat, eh bien voilà 10 clés pour comprendre. C'est aux éditions La Découverte. Merci de votre fidélité, de votre assiduité. On se retrouve donc sur les forums pour poursuivre le débat. À la semaine prochaine pour